Voilà. Est-ce que je peux proposer à nos 5 orateurs de venir ici devant? C'est le moment des questions-réponses, donc profitez-en peut-être pour préparer l'une ou l'autre question pendant que nos orateurs nous rejoignent. Et on vous donne la parole d'ici 2 minutes. Je vais prendre une chaise en plus. Oui, je t'amène. Oui. Tu en passes? J'en prendre une autre encore. Hop. Faut qu'on fasse des trucs. Voilà, si vous voulez vous installer. On va là-bas alors? Oui, si vous voulez remonter sur scène. Voilà, qui a la première question? Qui veut se lancer? C'est pas ce micro. Voilà. Ça, c'est de plus en plus compliqué. Pardon. Juste peut-être demander ici au centre un tout petit peu de passage, comme ça, le micro va circuler. Non, il n'y en a qu'un. Ah, oui, oui. Merci. Alors, comme d'habitude, assister à une université de transmutation, c'est un peu être transmuté, c'est subir une transmutation. Alors, nous avons entendu aujourd'hui 2 propositions. Une proposition de la peur de l'intelligence artificielle, jusqu'à un égoïsme épouvantable, la peur du pouvoir, la peur de l'argent totalement disproportionné. Et alors nous avons entendu une proposition de l'enthousiasme au sens étymologique, entheo atmos, dans le souffle du divin, pas au sens religieux bien sûr, mais dans le sens de la spiritualité. Et je pense que c'est ça un petit peu l'optimisme. Nous parlions tout à l'heure de Teilhard de Chardin. Mais justement, c'était ce nouvel état de conscience. Teilhard de Chardin disait qu'il fallait... Oui, bon, alors, oui. Non, je voulais simplement dire que, effectivement, entre ces 2 propositions, je veux dire, on n'a pas le choix. La peur, c'est évidemment périr, et la confiance, c'est ce qui va nous sauver. Voilà, je voulais... Ben voilà. Alors, qui a cette fois-ci une question? Merci en tout cas. Bonjour. Merci. Moi, j'ai été ému, touché. Et je voulais vous demander, puisque dans Transmutation, on se veut enthousiaste et constructif, qu'est-ce que chacun de vous a trouvé de plus intéressant chez les autres? Voilà, qui se lance? Philippe, tu as le micro. Bon, comme dans la première réflexion, j'ai été frappé. Le micro. Oui, j'ai été frappé par l'énorme contraste, évidemment, entre les 2 interventions extrêmes. Moi, j'ai été, comme ce qui vient d'être dit, j'étais profondément ému par plusieurs moments par ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, en particulier l'histoire familiale. Et je crois que c'est à travers, effectivement, des exemples comme ceux-là, bien montrés,
et là le rôle des médias est crucial, hein, qu'on peut transformer les choses, c'est-à-dire convaincre beaucoup d'autres qu'il y a moyen de transformer les choses et donner des exemples de ce qui est possible puisque ça a été réalisé. Et alors, et donc, je crois que c'est ça et seulement ça qui peut nous permettre de surmonter toutes les frayeurs qu'on peut avoir et les trucs abominables qui semblent se dessiner. Je crois à ça plutôt qu'à la possibilité d'envoyer quelques-uns de nos avions de chasse sur la Californie pour essayer d'empêcher que certaines révolutions technologiques se poursuivent. Bon, moi j'ai appris plein de trucs, hein, donc déjà ça c'est super. Après c'est super aussi d'avoir des gens qui pensent pas la même chose et qui en même temps arrivent avec toute leur fougue, parce que ce qui est super pénible, c'est quand on assiste à des conférences soporifiques où en fait on se demande si la personne croit en ce qu'elle dit, donc ça c'est super. Mais après moi ce que je retiens, c'est que voilà, on a tous conscience que nous sommes dans une époque très particulière où tout s'accélère. Donc évidemment que c'est angoissant, parce que tout s'accélère, mais pour aller où, on ne sait pas trop. Alors voilà, mais on y va vite. Alors bon, et donc voilà, il y a ça, il y a tout ce champ des possibles. Clairement, on est à la croisée des chemins. Il y a le pire comme le meilleur qui est en face de nous. Donc faisons tout ce qui est possible pour qu'on soit très très nombreux à choisir de façon très très déterminée le meilleur. Mais faut-il encore qu'on soit d'accord sur ce qu'est le meilleur et qu'on cultive qu'on cultive ces notions-là, ces valeurs-là. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement, voilà, nous sommes capables d'aller sur la Lune, ça fait belle lurette maintenant. Et alors qu'on a, pour la plupart du temps, eh bien, on a négligé d'aller tellement travailler cet intérieur, quoi, qui est d'une richesse incroyable, et cet intérieur qui ne devient riche qu'au contact avec l'autre. Et donc voilà, il y a ce rendez-vous. Et donc ce que je trouve aussi très intéressant, c'est cette société qui effectivement a une tendance à regarder l'être humain de façon utilitariste. J'ai fini il n'y a pas longtemps mon deuxième long métrage, c'est le portrait de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'Arche prend soin des personnes handicapées mentales, et cela dans le monde entier. Eh bien, la condition de la personne handicapée mentale, là aussi, elle nous questionne. Dans une société utilitariste, à quoi elle sert, la personne handicapée mentale ? Qu'est-ce qu'elle va apporter à notre économie, etc. Et puis, eh bien, quand on découvre l'aventure de l'Arche, quand on découvre cet homme incroyable qui est le Mère Teresa d'aujourd'hui, hein, Jean Vanier, on a affaire à un humaniste incroyable, eh bien, il nous fait découvrir que vivre auprès des personnes handicapées mentales, eh bien, l'utilité, c'est que ça nous humanise. Et c'est bel et bien encore une fois toujours le défi. Après que nous ayons plein de moyens de faire plein de choses, aucun problème si nous avons cette humanisation de nos cœurs et que c'est au service de l'humanisation du cœur. Et donc voilà, on est dans une époque où on parle de la transition écologique, de la transition économique, la transition numérique, mais qui parle de la transition des consciences. Et ça doit être au service de cela. Et là, ça devient formidable. Impossible de parler après Frédéric, donc vous vous rendez pas compte, vous. Je dirais que moi, ce que j'ai apprécié, puisque c'était la question qui nous était posée, c'est une grande liberté de ton dans nos différentes interventions et le fait qu'on assume facilement sa subjectivité, son émotivité, et que finalement on ne s'entête pas, enfin en tout cas je parle peut-être pour moi, de faire passer un message. Hein. Il n'y a pas le message qu'on va faire passer aux chefs d'entreprise pour qu'ils en fassent leur miel. Non, il y a quelque chose comme une espèce de déprise à l'égard des engagements qu'on peut avoir les uns et les autres et éventuellement des partis pris théoriques qu'on peut avoir. Et parlant après Frédéric, je dirais que ce que j'ai profondément apprécié, c'est l'illustration qu'elle donne d'une thèse qui me tient fort à cœur. La thèse est la suivante. Je vais citer Georges Bataille, que j'aime beaucoup. Nous ne communiquons jamais que par nos blessures. Nous ne communiquons jamais que par nos blessures. Et je crois que c'est une thèse extrêmement importante dans un contexte où la technologie prétend supprimer les blessures.
prétend réaliser quelque chose comme une perfection, sans s'aviser que si nous étions parfaits, nous n'aurions aucune raison de communiquer les uns avec les autres. Alors, ça me paraît très très important, que la vulnérabilité soit, j'allais dire, réhabilitée, mais même tout simplement habilitée. Qu'au moment où les mirages de la technologie nous donnent à penser que nous allons pouvoir sortir de notre condition humaine, puisque nous allons cesser de naître, puisque nous serons fabriqués, nous allons cesser de souffrir parce que les neurosciences vont régler tout le problème, nous allons cesser de vieillir parce que les biotechnologies vont venir à notre service, et puis nous allons cesser de mourir. Donc au moment où la technologie nous annonce que nous allons cesser d'être humains, je trouve que j'allais dire les messages, mais les visages qui nous ont été proposés dans ce film nous rappellent finalement à l'humanité et au fait que être humain, c'est par définition être imparfait, inabouti, inachevé, c'est être raté. Hein. L'espèce est ratée, mais c'est précisément parce que nous sommes ratés que nous sommes libres et que nous avons cette vertu de pouvoir nous construire. Alors moi j'ai appris comme je pense tous mes collègues beaucoup de choses, et je suis convaincu qu'il n'y a pas que la technique dans le monde. Je suis convaincu que les enjeux humains et les enjeux de bienveillance sont fondamentaux. Bien évidemment, on a été mis un petit peu dans un piège. Dans une après-midi où on met des gens qui font dans le care, le soin, la bienveillance, la bonté, qui sont de façon évidente et objective dans le camp du bien, quand on parle d'enjeux un peu chauds comme ceux dont on a parlé, on est des techniciens froids, et puis moi je suis pire qu'un technicien froid, je suis en plus un salaud sans cœur. Donc alors, je peux vous rassurer, j'ai opéré des cancéreux, soigné des cancéreux pendant 20 ans. Et je pourrais vous arracher une larme. Donc je peux tenir un discours de bienveillance, et si on m'avait demandé de parler du cancer, au lieu de parler des sujets compliqués dont on a parlé tout à l'heure, j'aurais pu être dans le camp du bien et de la bienveillance. Mais c'était normal, c'était le jeu, et on nous a interrogés sur des sujets froids et techniques, et on ne nous a pas fait parler sur le registre du pathos et de la bienveillance. Vous voulez pleurer la salle ? Je fais pleurer la salle comme... Oui, après l'intervention de Frédéric, moi aussi j'ai un petit peu de mal à parler. J'ai un petit peu de mal à parler, et j'ai notamment été très touché par quelque chose qu'elle a dit, et que d'expérience je sais juste, enfin me concernant en tout cas. Elle a dit à la toute fin de son intervention qu'on n'avait pas employé le mot d'amour. Et je me suis fait très très souvent cette réflexion que si nous n'employons pas ce mot, c'est peut-être en apparence par peur du ridicule, mais peut-être plus profondément parce que nous avons peur de sa difficulté, et de la difficulté de ce qu'il implique. Et à partir de là, j'ai suivi le petit fil de ma réflexion en continuant de l'écouter, et je me suis dit comment transformer le moment de grâce qu'elle nous a proposé en développement durable, c'est-à-dire comment transformer ce moment où elle a été capable, sans être ridicule, c'est le moins qu'on puisse dire, de nous parler d'amour, de mettre en scène quelque chose qui est une vie consacrée véritablement à l'amour, et une vie élevée par l'amour. Elle nous a invités dans ce moment de grâce, qui peut-être pour certains d'entre nous a été un véritable déclic, je l'espère en tout cas, par rapport à la façon dont ils envisagent et dont ils conduisent leur existence, comment le transformer en engagement durable dans chacune de nos vies. Où chaque jour un petit peu plus, attention, qui fait l'ange qui fait la bête, comme disait Pascal, mais chaque jour un petit peu plus, modestement peut-être, eh bien nous réussissons à assumer une vie au service de l'amour, ou au service
de valeurs aussi puissantes et aussi exigeantes que celle-ci. Et en ce sens-là, je la remercie d'avoir, et je crois que c'est ce que disait Jean-Michel Besnier, mis véritablement en situation, c'est-à-dire dit de façon concrète ce que moi, pauvre philosophe, j'essaye de dire de façon toujours un peu trop générale, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons faire à l'échelle d'une vie, d'une société, d'une civilisation, pour nous donner mutuellement le moyen de vivre selon l'amour ou de vivre selon ce genre d'exigence. Vous voyez ? Et je crois que c'est ça qui est vraiment difficile. Il ne suffira pas que nous ayons de bons moments de grâce. Il ne suffira pas. Parce que ces vertus-là, la vertu d'aimer, se cultivent tout au long d'une vie. On a vu la vie absolument, et là tu as bien trouvé le mot, absolument héroïque de ses parents. C'est quelque chose qui se cultive dans des actes tout au long d'une existence. Donc comment faire ? J'aimerais que chacun d'entre nous aujourd'hui, et c'est pas un conseil que je vous donne à moi, c'est un conseil que je m'applique à moi-même, j'aimerais que chacun d'entre nous ce soir reparte en se disant « Et moi au fait ? Et moi au fait ? Comment je fais ? Comment je peux faire ?» En renonçant à cette facilité, là aussi tu en as parlé, excuse-moi je te tutoie, soyons fous, mais dans l'exaltation du moment de grâce on va dire, vous voyez, comment faire pour que ce soit quelque chose qui se concrétise dans chacune de nos existences, en sachant que là, on a un rendez-vous avec soi. Hein, il n'est plus question de savoir ce que font, comme tu l'as dit, les puissants ou les politiques, mais ce que je fais moi. Et comment je peux me mesurer à cette notion en réalité suprêmement redoutable qu'est l'amour. J'avais une question pour justement Frédéric Bedos, mais peut-être que ce sera finalement Monsieur Bidard qui répondra. Dans notre groupe, justement, tout à l'heure, pendant la pause, on parlait de la... oui, c'est parce que j'ai mes notes, voilà. C'est ma vulnérabilité, ma difficulté, c'est de lire, de poser une question sans l'avoir écrite. Oui, merci. Donc, justement, tout à l'heure... Si tu veux, on se tutoie. Ça va. Tout à l'heure, on était dehors avec toute la table et on parlait du fait que la société actuelle était fondée justement sur l'économie et que tout tournait autour de ça et que même quand on veut plus d'équité et de justice, on cherche un revenu universel, etc. Enfin, donc, et c'est super, c'est des super idées, mais ça revient au fait que tout est basé sur l'économie. Et que l'idéal donc, serait de le baser, donc, comme tu le disais tout à l'heure, sur l'amour et le sentiment d'être aimé, au moins de se sentir aimé. Et tout à l'heure, justement, suite à ça, on nous posait la question, oui, mais que devrait faire du coup l'État ou quelqu'un à son échelle, que ce soit au niveau communal, régional ou même, enfin, on a vu ici ce que tu présentais pour au niveau individuel, mais quels pourraient être les petits pas qui pourraient être faits ou donnés pour le faire à plus grande échelle. Bon, c'est pour ça que je reviens, c'est un peu la même question que M. Bidard à l'instant, sur qu'est-ce qu'on peut tous faire, mais je ne sais pas, peut-être que tu as déjà des idées, des déclics à nous donner. Trop sympa. Comment c'est ton vrai nom ? Émilie. Alors, on applaudit Émilie qui a pris la parole, qui s'est levée. Bravo Émilie. Non mais parce qu'on est à la bonne franquette, on est entre nous, on se tutoie tous, on est la secte des ratés, hein, vous l'avez compris. Et fiers de l'être. Non, non mais trêve de plaisanterie. En fait, c'est chouette parce que vous venez de dire que c'est voilà qu'il y a un moment de grâce et tout. Moi, j'ai bien conscience que voilà, il y a des moments de grâce dans la vie et il faut les multiplier parce que effectivement, quand on est travaillé pas qu'une fois, mais de façon régulière, eh ben évidemment que ça va à un moment accoucher de quelque chose. Et c'est pour ça que je fais des films. Je rends hommage. Moi, j'ai fait que rendre hommage pendant toute ma conférence. J'ai rendu hommage à mes parents. Et dans mes films, je rends hommage à ces héros qui font des choses incroyables. Et donc, film après film, ça vient travailler nos cœurs et ça nous ramène à nous chacun. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de sauver le monde. Il n'y a pas qu'une seule manière d'améliorer les choses autour de nous et de faire de cette société, enfin, une société humaine. Il y en a mille et une, en fait, il y en a autant que nous.
C'est-à-dire que l'idée du projet Imagine, si on regarde bien, c'est une ONG qui a 2 spécificités. Elle est au service de toutes les causes, elle parle de tout. Nos héros s'attaquent à toute forme de cause, qu'elle soit économique, sociale, environnementale, etc. Tout ce qui peut permettre de bâtir un monde meilleur. Donc on est une ONG au service de toutes les causes et on est une ONG qui ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire. On n'arrive pas avec un guide de bonne pratique qui vous dise en 10 points, voilà comment il va falloir faire pour sauver le monde. Ou voilà comment il va falloir faire pour être un héros. C'est même pas ça. C'est l'idée de prendre conscience que nous avons tous un trésor unique qui nous habite. Faut-il déjà qu'on en ait conscience, qu'ensuite on ait l'envie comme ça de le cultiver, de le développer, et ensuite qu'on soit en position de l'offrir au monde. Parce que ce trésor unique, si vous ne pouvez pas l'offrir au monde, il va manquer au monde. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que du coup, encore une fois, ce n'est pas une vision utilitariste de chacun. C'est que véritablement, en étant vous-même, c'est-à-dire un être humain accompli, c'est comme ça que vous allez servir au mieux le monde. Et plus vous serez quelqu'un d'heureux, d'épanoui, qui dégage quelque chose de magnifique, plus ça donnera envie aux autres d'entrer dans le même délire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait contagion. Donc cette idée de se servir de la puissance de feu des médias pour passer ce message à grande échelle et le faire en leitmotiv, film après film, portrait après portrait. Et après... voilà, donc jamais tomber dans des idées caricaturales parce que selon les pays, selon les cultures, selon les civilisations, on va avoir une autre façon de penser. Dans les religions, c'est la même chose. Mais quand même, in fine, il y a notre humanité. Et c'est là qu'il faut creuser. Et là, on va se retrouver, quoi. Donc c'est ça qui est finalement ce qui me guide dans toute la démarche. Et alors, il y a une chose, Émilie, que vous avez dit, que je trouve assez intéressant. Vous avez parlé du sentiment d'aimer. Et là, je vous partage quelque chose parce que vous savez, j'ai une grande philosophe à la maison, c'est ma maman. Hein. Ma maman adoptive, ça, je peux vous dire que c'est une sacrée philosophe. Et surtout qu'elle vit sa philosophie. Elle vit l'amour, quoi. Elle respire l'amour, elle vibre d'amour. Je peux vous dire, mais tous les jours, je me sens tellement privilégiée de connaître une personne de ce niveau-là. Et du coup... elle, en fait, elle dit que l'amour, c'est pas du sentiment. Pas du tout. C'est pas du ressenti. Ça ne peut pas être que ça. Elle me dit, tu vois, tous les jours, il y a des hommes qui frappent leur femme jusqu'à ce qu'elle meure sous leur coup. Et ils vont vous dire, c'est tellement je l'aime, tellement je suis passionnée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est du sentiment. Et elle dit, moi, j'ai accueilli parfois des clochards qui arrivaient, qui sentaient mauvais, qui étaient avinés et tout. Je te dis pas que sur le coup, j'avais des élans de trésors, d'amour, de sentiments. Mais je les accueillais, je prenais soin d'eux, je lavais leurs habits, je leur donnais de la soupe. C'est ça, aimer. C'est pas du sentiment, c'est de l'action. Et il se trouve que parfois, eh bien, en plus, il y a du sentiment. Mais c'est d'abord de l'action. Et donc, c'est véritablement comment nous allons apprendre à vivre ensemble en cultivant ce bien commun. Vous voyez, c'est au-delà du sentiment. Et ce qui est extra, c'est de se dire que, oui, il y a tout à inventer. Ça s'appelle le projet Imagine parce qu'il y a tout à imaginer. Mais ce qui compte d'abord et avant tout, c'est de partir de cette conscientisation du meilleur qui nous habite et du meilleur qui est possible à bâtir ensemble. Si on commence du coup à revoir le monde avec cette espérance, eh bien, nous allons pouvoir apporter les réponses, problème après problème. On les trouvera. Et effectivement, nous avons en plus des moyens technologiques incommensurables. Faut-il qu'on les mette au service des belles choses. Je dis souvent, finalement, on vit dans un monde, encore une fois, qui marche sur la tête et qui utilise le cœur comme si c'était une pompe à alimenter le cerveau, à lui donner de l'oxygène, vous savez, mais c'est le contraire. Notre tête doit être au service de nos cœurs. Vous voyez ? Notre intelligence doit être mise au service de nos cœurs. Donc c'est là l'objectif. Et après, on est capable de tout. On est capable. On peut le faire. C'est ça qui compte. Et une fois qu'on le sait, on va le faire. On va le faire, tout raté qu'on soit. Est-ce que je peux, par rapport à ce qu'Émilie vient de dire, rebondir chez Philippe et lui poser la question, parce qu'Émilie dit, voilà, même le revenu universel, c'est une réponse économique. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien, alors... Donc je veux répondre à ce point-là qui me semble effectivement fondamental, et que c'est parce que la justice, hein, on dit on veut une société juste, mais la justice est en partie une question de fric. Alors
Aussi, tout à l'heure, tu as eu une très belle phrase qui était une excellente question, qui d'entre vous veut être toléré? Et alors, mais en même temps, il ne faut pas cracher sur la tolérance, ni cracher ce que le fric peut et doit faire. Hein, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette action personnelle, aussi ces attitudes qui font la qualité et le sens de nos existences. Mais en même temps, il y a des institutions qui sont indispensables pour les promouvoir. Il faut pas, la tolérance est insuffisante, mais il ne faut pas cracher sur la tolérance. La tolérance a été une grande conquête dans nos sociétés. L'intolérance, et tu y as fait allusion, je trouvais de manière très judicieuse aussi tout à l'heure, l'intolérance, c'est aussi quelque chose qui crée la peur, et la peur tue l'amour. Une distribution, une répartition des ressources qui est injuste, considérée comme injuste, crée l'indignation, et l'indignation tue l'amour. Ce qui fait qu'il est important en même temps, d'une manière réaliste, les pieds bien sur terre, mais les yeux au-dessus des nuages, de lutter constamment pour transformer nos institutions, que nos institutions soient des institutions qui manifestent à la fois cette nécessité d'une tolérance, de l'acceptation de personnes qui pensent différemment de nous et plus profondément que les désaccords qu'il peut y avoir ici entre nous sur scène, et avec lesquels néanmoins il faudra cohabiter. Et on a besoin d'institutions pour faire ça, pas seulement de bonne volonté. Et de même, pour atteindre, pour créer ce sentiment largement partagé qu'on vit dans une société juste, on a besoin d'institutions et pas seulement d'actions individuelles. Donc c'est là que moi je vois la complémentarité absolument essentielle entre ces différentes luttes, mais en même temps, d'une certaine manière, la saveur de nos existences et le sens de nos existences, il ne viendra qu'au-delà de ce que peuvent avoir de froid toutes les institutions pourront mettre en place. Et cette saveur ou ce sens, bon, il était magnifiquement illustré dans ce que tu as présenté tout à l'heure. Oui, bonsoir. Vous avez quelque chose à dire? Je peux défendre l'économie? Bien sûr que l'amour est important, quand il n'est pas un instrument de manipulation sectaire. Bien sûr qu'il faut être bon, essayer de l'être, sans oublier notre part d'ombre. Et il ne faut pas devenir clivant, comme certaines religions, qui séparent les moutons blancs et les moutons noirs. Et même si je suis athée, c'est ce que j'aime dans le Nouveau Testament. Le fait que dans le Nouveau Testament nous explique que nous ne sommes ni moutons blancs ni moutons noirs. Nous sommes un mélange des deux. Et il n'y a pas de vie en société si on se croit tout bon et on sépare les bons et les salauds. Nous sommes tous bons et salauds. Et même les plus gentils, même les plus adeptes du pathos, quand on regarde derrière, on voit des choses. Dans l'entourage du Dalai Lama, il y a de temps en temps des règlements de compte qui font froid dans le dos. Donc il faut qu'on assume notre part d'ombre. Mais c'est pas ça le plus important. L'amour est important, mais il ne faut pas cracher sur l'économie. Je suis docteur. Ce n'est pas l'amour qui a fait reculer le sida. C'est l'économie et la recherche qui a mis au point la triple et la quadrithérapie anti-CD1. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens qui ont le sida ont une espérance de vie équivalente à ceux qui ne sont pas touchés par le sida. C'est l'économie qui a permis ça. Ne crachons pas sur l'économie. L'espérance de vie des sidéens était de 11 mois en 1984. Elle est aujourd'hui normale. Donc nous qui sommes majoritairement ici des entrepreneurs, nous ne pouvons pas non plus accepter qu'on nous explique qu'il faut un monde sans économie. C'est l'économie qui a fait sortir des milliards de personnes de la misère ces dernières années. C'est l'économie qui a fait passer l'espérance de vie en Belgique de 25 ans en 1735 à 83 ans aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, il faut être bienveillant et bon, autant que faire se peut, sans oublier notre part d'ombre, mais il faut aussi avoir un levier pour agir sur le monde. Et le levier que vous créez en tant qu'entrepreneur, l'économie, est fondamental. Et excusez-moi d'être à nouveau le méchant, mais ne laissons pas cracher sur l'économie en pensant qu'on peut créer un monde dans lequel il n'y a que de la bienveillance, de la bonté et des discours parasectaires. Il faut aussi produire pour être bon. Merci. Alors ici, on a une question pour Abdeno. Alors c'est difficile de passer après ça aussi, mais je fais aussi partie du monde de l'économie. Il n'empêche que j'ai une question pour Abdenour, mais qui concerne peut-être un peu tout le monde. Je crois qu'il y a un sujet qui a été évoqué sous des formes différentes, avec des noms différents, qui est le sujet de la vocation.
savez pas, certains parlent de la singularité. Vous dites, Frédéric, chacun a quelque chose d'unique à apporter. C'est quelque chose que je pense très fort. Et ce que j'ai compris dans le relais de la spiritualité, bien évidemment, enfin, le moyen de spiritualité, c'est d'abord et avant tout de trouver ce à quoi, ce pourquoi on est fait, ce en quoi on est unique, et ce en quoi on est le meilleur du monde. Et moi, j'ai une conviction profonde qui est qu'on est tous les meilleurs du monde pour quelque chose de bien particulier. Maintenant, une fois, et quand on l'a trouvé, effectivement, le fait de prendre conscience, non seulement qu'on peut le faire, mais que ça déclenche. Moi, la question pour Abdenour, c'est la suivante. C'est que c'est pas facile du tout, forcément, uniquement en se disant « qui suis-je » tous les jours, de trouver vraiment sa vocation. Il y a des méthodes, il y a des approches, il y a des philosophies. Qu'est-ce que vous faites ? Peut-être, est-ce que c'est la mission du centre que vous avez créé et en quoi, finalement, il existe des moyens pratiques pour trouver sa vocation et savoir en quoi on est le meilleur du monde et ce qu'on peut apporter au monde. Oui, enfin le meilleur du monde, c'est quand même pas les Jeux Olympiques. J'ai tendance à me méfier de ce genre de formule qui nous remet dans un fonctionnement qui est le fonctionnement de la compétition, de l'individualisme et du moi-je. Avant de répondre à votre question, c'est pas du tout une façon de l'éluder, mais je voudrais abonder dans le sens de ce qui a été dit. Je crois que nous, les êtres humains, nous avons intérêt d'aller vers là où nous voulons aller. C'est-à-dire un monde, je dirais, plus juste, plus bienveillant et dans lequel chacun a davantage l'opportunité de trouver sa vocation, avec tous nos outils et avec toutes nos armes, c'est-à-dire, comme vous le disiez, avec nos institutions et au-delà de nos institutions, avec les moyens de ces institutions et avec toutes les forces vives de la civilisation dans laquelle nous sommes. Et à chaque fois que, et c'est le cas de chacun d'entre vous, vous êtes chef d'entreprise, moi je suis membre d'une grande institution qui est l'Éducation nationale en France, dans un poste de très haute responsabilité, je suis un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation, eh bien je crois que chacun d'entre nous, à son niveau de responsabilité, eh bien, a justement cette mission, cette vocation, cette responsabilité de faire participer la structure, l'institution, la force dans laquelle il a une position dirigeante à ce grand mouvement, à cette grande élévation. Donc nous devons y aller avec toutes nos forces, en participant chacun à partir de l'endroit où nous sommes, où nous avons été placés. Voilà. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui, de façon très concrète, peut nous aider à trouver notre vocation, parce qu'en effet, cette vocation, on ne la trouve pas. Alors peut-être que ce que j'ai dit ou la façon dont je l'ai dit a induit en erreur, en allant se recueillir uniquement dans une grotte ou de façon comme un ermite, en se posant la question qui suis-je. C'est aussi dans une interaction continuelle avec les autres que l'on peut trouver le sens de cette vocation. Et tout ce que j'ai entendu, dans tout ce que j'ai entendu, il me semble qu'il y a quelque chose sur lequel on pourrait insister davantage. Et cette question, c'est avec qui ou dans quel dialogue? Avec qui et dans quel dialogue est-ce que je peux, moi, l'être humain, essayer d'y voir un petit peu plus clair en moi-même, et non seulement y voir un petit peu plus clair en moi-même, mais trouver justement la position dans laquelle je vais pouvoir mettre le maximum de ma force intérieure au service du bien collectif. Et il me semble qu'il y a là une vocation qui est la vocation de notre société, la vocation que notre société doit encore se donner. Comment faire de chacun de nos milieux sociaux, comment faire de chacun de nos systèmes éducatifs, comment faire de chacun de nos environnements professionnels un écosystème dans lequel nous nous entraidons à nous donner mutuellement cette vocation, à nous aider à trouver cette vocation et à l'accomplir. Voilà. Donc, contrairement peut-être à ce que j'ai pu laisser entendre, je ne pense pas que le travail introspectif, visant à se chercher soi, doivent être menés dans la solitude et dans l'isolement. Comme je l'ai dit à un moment donné, il y a quelque chose qui est une circulation vertueuse entre le mouvement que l'on fait vers les autres, ce que l'on cherche avec les autres et la quête de soi. Bon, premier point. Ensuite, pour répondre de façon encore plus précise à votre question, deux choses. Tout d'abord, il me semble que aider quelqu'un à trouver sa vocation, c'est d'abord le rôle de l'école. Mais est-ce que nous sommes aujourd'hui dans des systèmes scolaires, est-ce que nous sommes dans des systèmes éducatifs dont c'est le souci premier? Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter, et là encore, il y a quelque chose qui demande à être fait, qui est un progrès absolument considérable, qui est la raison pour laquelle, je dirais sur le plan personnel, j'ai accepté à un moment donné de devenir
inspecteur général de l'éducation nationale. C'est-à-dire que je me suis dit, écoute, mon petit bonhomme, t'es bien gentil, en étant un intellectuel engagé et un philosophe, même un philosophe qui peut aller dans les médias et qui écrit des bouquins, mais si tu ne travailles pas avec d'autres, au sein d'une structure, au sein d'une grande institution, eh bien, tu balanceras des coups d'épée dans l'eau avec la vanité de croire que tu fais les choses tout seul. Et si vous voulez, il me semble que pour ceux qui ont cette responsabilité, dans l'éducation, il y a quelque chose là qui demande à être repensé au niveau de chaque classe, au niveau de chaque école, au niveau de chaque établissement. Et il y a une nécessité de se battre pour que chaque école, on a employé beaucoup ce terme, moi j'y tiens aussi également beaucoup, chaque école fasse un travail de conscientisation supplémentaire de son rôle, qui est d'aider chacun effectivement à trouver sa vocation. Ensuite, il y a, en plus de l'école, évidemment, ce que nous pouvons faire dans la vie adulte en nous entraînant, comme je l'ai dit tout à l'heure, partout où nous travaillons. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que demain, vous allez vous retrouver avec des collègues de travail. Vous allez trouver des gens qui sont des pairs, qui sont des supérieurs ou qui sont des subordonnés. Eh bien, il s'agit de se réunir, de convoquer la réunion, de convoquer le dialogue. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'ensemble, on élabore simplement un produit? Est-ce qu'ensemble, on élabore simplement une stratégie de vente? Est-ce qu'on élabore simplement une stratégie commerciale? Est-ce qu'on élabore simplement une façon d'optimiser nos profits? Ou est-ce qu'on est là aussi en même temps? Parce qu'en effet, les choses ne sont pas dichotomiques. Hein, c'est pas le bien ou le mal. Comme le disait Maître Yoda, il faut savoir aussi utiliser le côté obscur de la force. Bon. Eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir faire dans la relation de travail au quotidien et au long cours que nous entretenons pour nous entraider à accoucher, à nous aider mutuellement à accoucher de notre vocation? J'imagine qu'en m'écoutant, vous voyez, pour un certain nombre d'entre vous au moins, le gap entre les préoccupations ordinaires, les préoccupations du quotidien et une grande ambition comme celle-ci. Eh bien, le travail qui nous convoque au quotidien, c'est justement de réduire ce fossé, de réduire ce gap. C'est-à-dire que cette préoccupation essentielle, existentielle, devienne une préoccupation active dans la façon dont nous travaillons ensemble, dans la façon dont nous faisons fonctionner tout ce dont nous avons la responsabilité. Ensuite, dernier point, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai créé en effet avec Inès Weber, qui est ici présente, à Paris, un centre de culture spirituelle qui s'appelle le Sésame. Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? On l'a créé parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, comme je le disais au début de mon intervention, la notion de spirituel, elle est devenue très très vague, très très nébuleuse, et elle est devenue le boire et le manger, hein, c'est-à-dire le grand n'importe quoi de tout un ensemble d'aspirations, de propositions, etc., qui sont rassemblées de façon un petit peu confuse sous cette appellation. Bon. Eh bien, nous sommes partis du constat que si nous avons besoin aujourd'hui de donner à nouveau une dimension spirituelle à nos vies, il faut à nouveau que nous nous questionnions sur des contenus précis à donner à ce mot de spiritualité. Et nous avons, dans l'histoire de l'humanité, des grands héritages de spiritualité, que ce soit du côté de la psychologie, du côté de la religion, du côté de la mystique, du côté de la philosophie, du côté des mythologies, du côté de la littérature, du côté de l'art, etc., etc. Est-ce que nous avons ces héritages à notre disposition? Ou est-ce que quand nous voulons nous aventurer du côté justement de l'enquête sur le qui suis-je, ou de l'enquête sur l'amour, etc., est-ce que nous sommes livrés à nous-mêmes? Alors au Sésame, nous faisons quelque chose de très simple, nous ouvrons tous les livres devant nous. Nous ouvrons tous les livres devant nous et nous accueillons des participants qui sont athées, agnostiques, croyants de toutes obédiences et croyants de toutes les mille et une façons qu'on peut avoir de croire aujourd'hui. Croire sans pratiquer, avoir un pied dedans et un pied dehors par rapport à sa tradition d'origine, etc., etc. Être très pieux, être pas très pieux, être pas pieux du tout. Tout le monde est invité, nous ouvrons tous les livres ensemble et nous mettons à la discussion un certain nombre de grandes questions comme celles dont nous avons débattu. Qu'est-ce que c'est que donner une dimension spirituelle à sa vie? Qu'est-ce que c'est que grandir en humanité? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Comment est-ce que je vais pouvoir effectivement installer l'amour dans mon existence? Comment est-ce que je vais pouvoir installer la fraternité? Est-ce que la tolérance, c'est simplement un pis-aller? Voilà les questions sur lesquelles nous discutons. Et nous ne faisons pas que discuter, nous faisons également des moments de silence. Des moments de silence pour que tout cela infuse, pour que tout cela travaille dans nos intériorités. Voilà. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui peut aider, qui peut contribuer à ce que chacun, ensuite, puisse s'aventurer un petit peu plus loin en lui-même, avec les autres. Voilà, malheureusement, le temps avance. On vous écouterait pendant des heures. On a passé une après-midi absolument formidable. Mais peut-être avant de nous quitter, ce que je voudrais vous proposer à vous cinq, de nous dire juste un mot. Avec quel mot vous souhaitez que nous repartions de ce que nous avons vécu cet après-midi? Quel message vous voulez nous donner?
Avec un commentaire ou pas? Quand même. Essayez un mot, je sais que ça va être difficile. Ben, le mot juste. Pardon? Le mot juste. Juste. Ok, merci. Moi, le mot vocation, j'aime beaucoup ça parce que ça n'a plus la connotation que ça avait pour mon oncle missionnaire quand il espérait que j'ai la vocation, c'est-à-dire la vocation religieuse. Mais Il joue pas le jeu. Hein. pas de commentaire. Donc, Merci. vocation, je trouve, donner à chacun la possibilité de réaliser sa vocation. Alors moi, c'est pas un mot, mais c'est 2 mots, mais pour moi, c'est famille humaine. Il va falloir qu'on apprenne à vivre comme une grande famille humaine. Merci. Merci. Décision. Discours sectaire. Voilà, mais merci à nos 5 intervenants. Nous avons vraiment passé une après-midi formidable grâce à vous.